Le Bas-Chantenay, c'est un territoire tout à fait particulier et le projet n'était pas encore élaboré au sens de la forme urbaine. Donc on est dans un travail qui est un travail préliminaire. Et ce travail préliminaire, il est lié... Où sont les images d'ailleurs? Ah bon. Non, moi j'ai de l'image, mais vous avez des images aussi? Ah bon, d'accord. D'accord. Et donc c'est un projet un peu particulier parce que contrairement à d'autres zones qui sont des zones de développement sur des territoires libres ou plus ou moins libres comme l'île de Nantes, le Bas-Chantenay est un territoire occupé. Je dirais même un territoire encombré, c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup de choses de beaucoup d'époques, de nature différentes. A contrario, c'est un territoire passionnant parce que c'est un territoire qui, sur 3 kilomètres, marque la rive sud, la rive nord, la rive ouverte au sud de la Loire, dans l'approche du centre-ville. Et c'est un territoire tout à fait exceptionnel par son histoire et par son type d'occupation et, je l'espère, par son devenir. Alors, on voit sur ces quelques images les évolutions depuis 1800, quand la rive était une rive de coteaux. C'était le coteau qui plongeait dans la Loire. Et puis ensuite, les premières extensions au début du 19e siècle, avec les chantiers du Bijon et avec un certain nombre d'entreprises de fabrication d'engrais. Et puis, petit à petit, ce territoire s'est développé à la fois en termes de foncier et en termes d'occupation pour arriver à la situation actuelle que vous avez dans la dernière image. Donc en fait, ce que l'on a à traiter, c'est le haut et le bas. Et le haut et le bas, c'est pas pareil, c'est deux choses différentes, c'est la plaine et le coteau. Et donc cette plaine et ce coteau ont des logiques, des constitutions, des organisations qui sont différentes. On va essayer de vous le montrer. Tout petit particularisme, parce que j'aime bien cette image, on a l'impression que le sillon de Bretagne a peiné à arriver jusqu'ici. Et en plus, on a commencé à le grignoter avec la carrière Misery, qui est une sorte d'entame de souris dans cette magnifique figure géographique qu'est le sillon de Bretagne. Mais disons qu'on a cette barrière de granit qui vient se resserrer pour se terminer quasiment sur le Bas-Chantenay, où on voit affleurer le rocher. Donc voilà cette zone. On a la Loire des Coteaux et la Loire des Îles. Donc j'imagine, en parlant de la Loire, que vous allez aborder longuement la question des îles. Là, on n'est pas dans cette question. On est dans la question d'un remblai qui a été gagné sur l'eau à partir d'un coteau qui plongeait directement dans la Loire. C'est une seule photo, mais vous voyez, on a tiré un trait bleu et puis on voit qu'on a en bas la plateforme, cette plateforme occupée par les usines depuis 2 siècles. Et puis, juste derrière le trait bleu, à partir du bois hardi, on voit qu'on a le coteau boisé, qui est quelque chose de complètement différent, et que cette rupture entre deux mondes, le haut et le bas, est un peu le guide du projet actuel. Le haut et le bas, c'est aussi le grand et le petit, c'est-à-dire que le monde de l'industrie, c'est quelque chose où tout est plus grand, c'est-à-dire que les formes, les hauteurs, les grues, les hangars, tout est différent. Alors que sur le haut, on est dans une ville, j'allais dire, pittoresque, la ville des anciens couvents qui s'est développée petit à petit sur le Haut-Chantenay, avec une architecture dont la dominante démarre au XVIIIe siècle, alors que dans la partie basse, évidemment, on est dans quelque chose du XIXe et du XXe siècle. C'est aussi une rupture entre habiter et travailler, c'est-à-dire que vous avez en bas 3000 emplois, vous avez des entreprises de toutes sortes, qui sont certaines vitales, d'autres non. Bon, je veux dire, c'est un tissu industriel habituel. C'est un tissu industriel compliqué parce qu'il fait 60 hectares environ, ce qui est tout petit pour un tissu industriel.
Et donc, l'étude que nous faisons porte sur 120 hectares, donc la moitié est occupée par l'industrie. Et l'étude de réflexion porte sur 180 hectares parce qu'on y inclut des parties sur le Haut-Chantenay qui, elles, sont... ça fait partie des périmètres d'études, c'est-à-dire on s'intéresse à ce domaine sans forcément avoir la volonté d'y intervenir. Donc voilà cette forme, ce sorte de grand poisson avec sa moustache qui est le pont de Cheviré. Et donc on voit la différence entre le coteau et la plaine. Et dans la plaine, on voit la différence entre ce qui est de part et d'autre du faisceau ferroviaire. Donc à un moment, on a cette ouverture qui se fait, cette patte d'oie qui se fait entre le maréchal Juin et la rue des Usines, qui fabrique cette épaisseur qui se trouve dans le secteur ouest du Bas-Chantenay. On a ensuite évidemment toute la question des vues, toute la question des coteaux. Donc c'est un espace ouvert, c'est une grande chance. Enfin, d'une façon générale, vous avez une grande chance à Nantes d'avoir un nombre extraordinaire d'espaces ouverts. C'est une ville qui n'est pas une ville fermée, c'est une ville qui, par le fleuve, les îles, la plaine du Bas-Chantenay, ouvre ses vues. Et donc, vous avez toujours la question de voir et d'être vu. C'est un des éléments de l'action urbaine. Et là, vous avez le Cap 44, par exemple, vu depuis un anneau de Buren, et puis ensuite vu lui-même, pas dans sa meilleure forme. Hein. C'est un bâtiment de la fin du 19e que j'aime beaucoup, mais il a été habillé de façon maladroite et j'espère qu'il fera l'objet d'une très belle et grande réhabilitation, parce que quand on le voit de l'intérieur, il vaut beaucoup mieux que cette image telle qu'il est actuellement. Ensuite, vous avez évidemment la question du près et du loin. Vous avez une proximité un peu assez bucolique la proximité des parcs, la proximité des jardins, et puis vous avez à l'horizon évidemment la cité radieuse. Donc vous avez toujours cette double distance qui est quelque chose pour moi d'extrêmement intéressant dans le projet urbain, avec une idée centrale dans notre projet, c'est de ne jamais banaliser un territoire de ce genre. Il doit tirer sa force de sa nature, de son existant, de ses contrastes. Et si on a une première idée, c'est de ne jamais participer à une mise aux normes, si je peux dire, urbaine, dans un endroit de ce type. Vous avez après la question du design et de la friche. Bon, c'est des petites oppositions qu'on a prises comme ça, parce qu'on est toujours entre le lieu de mémoire, le lieu d'action, le lieu de l'innovation. C'est un territoire très paradoxal pour ça, parce qu'il y a tout dessus. Et je pense que le lieu de mémoire est un élément important, mais je rappelle toujours une phrase de Mona Ozouf qui disait « Les lieux de mémoire, c'est comme la dame aux camélias, ils tirent l'essentiel de leur charme, de leur état d'épuisement ». Il ne faudrait pas qu'on aille vers ça. Il faut quand même qu'on imagine un avenir un peu plus actif et un peu plus volontariste pour cet endroit. Le petit et le grand, ben c'est simple, c'est le territoire des industries, le territoire des grues et des ponts, le territoire des maisons. Mais ça veut dire autre chose pour nous. Ça veut dire que le petit, c'est aussi le monde de l'appropriation, le monde associatif, le monde des petits investissements. Et qu'un projet urbain, aujourd'hui, et encore plus dans cet endroit, c'est un projet urbain qui doit associer le petit et le grand. Et ça va être une de nos préoccupations, de ne pas diviser le système entre le haut et le bas, le petit et le grand, mais de faire que le développement de la plaine, puisque c'est essentiellement sur la plaine que sera développé le projet, soit lui-même une mixité très forte entre le petit et le grand. Alors évidemment, je ne reviens pas sur ces horizons, sur le marquage du territoire, sur l'importance de la grue Titan. J'ai montré cette photo sur un projet qu'on fait sur le port de Tanger au Maroc. Ils avaient au bout de la jetée une grue Titan extraordinaire qui est sur toutes les images et qu'ils ont ferraillé un jour et ils n'arrêtent pas de le regretter. Et donc je leur ai dit, ben, écoutez, voyez, il fallait suivre l'exemple de Nantes parce que je pense que cette grue est un objet magique et qu'elle fait partie beaucoup plus que du patrimoine, elle fait partie d'un patrimoine vécu. Alors, les horizons eux-mêmes,
C'est une de nos préoccupations, c'est de ne jamais fabriquer de bâtiments masques, de ne jamais boucher les vues, au contraire de les valoriser, de les montrer, de les organiser à partir du coteau. Ce qui nous avait fait dire, quand on a passé l'oral pour ce concours, il y a déjà un peu plus d'un an, que en fait la rive c'est le coteau dans l'histoire du Bas-Chantenay. Parce que l'usine est venue après, le plateau est venu après, et instinctivement, la rive et le coteau. C'est-à-dire on avait une colline qui plongeait dans la Loire, et cette colline n'existera plus de la même façon, mais par contre, les vues et le rapport à la Loire doivent être préservés et sauvegardés absolument partout. Après le patrimoine, là vous avez le patrimoine de l'industrie, vous avez le patrimoine des couvents. Dans le patrimoine de l'industrie, vous avez le patrimoine fonctionnel des grues, dont la grue noire, qui est une merveille absolue. C'est une forme presque humaine, avec son pied posé sur une sorte de banc. Je veux dire que c'est quelque chose d'extrêmement évocateur, et c'est une grande chance dans le projet d'avoir deux univers aussi forts qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, je vous explique la racine du projet sans vous montrer de développement particulier parce qu'on n'en est pas encore là. Il y aura d'autres débats, d'autres concertations qui vont avoir lieu autour des hypothèses que l'on développe. Mais la première idée que l'on cherche, c'est l'idée de lien et de lieu, c'est-à-dire l'idée d'avoir des parcours et que ces parcours soient qualifiés, soient intéressants et qui soient variés. Le premier des parcours, ça sera le parcours des coteaux. Donc on a identifié une façon de relier les parcs et de relier tous les éléments patrimoniaux par une promenade qui va faire à peu près 4 km. Le deuxième parcours, c'est le parcours de la ville. Celui-là est plus naturel et plus simple, mais il mérite quand même pas mal de travail par rapport à son état actuel. C'est le fait de revoir les flux et l'organisation des voiries, en particulier sur le parcours des usines et le maréchal Juin. Et puis le troisième parcours, c'est le parcours du fleuve. Et ce parcours, il est extrêmement paradoxal, on va y revenir, parce que c'est une rive qui n'est pas une rive particulièrement hospitalière, en tout cas facile à pratiquer. Je crois que dans le système de Nantes, il y a une opposition très nette entre les rives dures et les rives douces. Les rives qui sont construites par ces grands quais en béton qui absorbent les 6 mètres de marnage, et puis les rives qui sont des rives plantées qui descendent jusqu'au fleuve. Et sur le parcours du fleuve au Bas-Chantenay, il y a un particularisme qui est l'histoire des anciens chantiers navals, qui est l'histoire des cales. Et on veut faire de ce rythme des cales, y compris en créant de nouvelles, quelque chose qui soit le support du projet futur. Donc d'associer ces 3 parcours, j'additionne ces 3 images, voilà un plan urbain. Alors, je sais pas, pour moi c'est très évocateur, c'est pas encore suffisamment précis pour être un projet, mais on voit que entre les parcs, les cales, et le parcours de la plaine, on a un potentiel formidable pour définir le projet. Et on va essayer de valoriser au maximum l'accès à l'eau, mais paradoxalement, ça sera très difficile par rapport à l'existant de fabriquer un parcours sur l'eau. Et donc on voit que le parcours de la rive, c'est un parcours qui va utiliser les cales pour accéder à l'eau et pour en faire des lieux de sociabilité. Donc voilà, rapidement vu, avec un peu plus de précision, les parcs et la façon de les relier et les horizons qu'on est en train de traiter et d'analyser, mais on les analyse toujours dans l'idée de protéger les vues lointaines et d'organiser les vues proches. Vous avez ces plateformes avec en noir les éléments patrimoniaux qui sont absolument essentiels sur ce site. Et vous voyez apparaître à peu près 5 sites de projets donc, qui seront Roche-Maurice, l'ancienne usine électrique, la fonderie actuelle,
Dubigeon-Gare, qui est évidemment une articulation importante, puisque Dubigeon-Gare va se trouver aussi à la jonction entre la rue, la Maréchal Juin, la rue des Usines et les boulevards de Nantes. Le site du Bois-Hardy qu'on a mis dans les cales, mais plutôt comme une cale sèche, c'était une ancienne cale. Elle a existé dans l'histoire au moment où la plaine n'existait pas. Vous le verrez après. Et puis la carrière Misery, évidemment, qui est le point d'accroche au centre-ville et le point d'accroche à l'île de Nantes avec la grue en vis-à-vis. Donc voilà ce territoire des cales qui est revu, vu du côté de l'eau, en partant de Misery et du hangar 12, je crois, donc de tout ce secteur au droit de la carrière. Après le secteur du Bijon, après le secteur Royal de Luxe ici, vous avez après la cale de la fonderie, ce qu'on appelle la cale de Bois-Hardy, mais disons que c'est plutôt une survivance historique qu'une réalité. Et puis une cale qui n'en est pas une, mais on voudrait bien faire quelque chose d'intéressant et d'important, qui est ce petit paradis oublié de Rochemaurice. Je vous montre une représentation. Voilà comment pourrait représenter un projet urbain de 3 km de long, avec une dénivelée d'une trentaine de mètres entre l'eau et le haut. Et on travaille à la fois sur les parcours vélos, sur des parcours extrêmement différenciés, qui sont soit lents, soit rapides. Et on travaille sur la façon d'associer, un peu à l'image d'un plan de métro, des lieux les uns avec les autres et de voir comment on va mettre en relation le haut et le bas, l'est et l'ouest, autour de ces cales qui vont être un petit peu les éléments d'accroche de notre projet urbain. Alors, je veux dire que nous, on travaille, on fait des hypothèses, on regarde le foncier, comment il se situe, à partir de quoi on peut travailler avec le déjà là, parce que l'urbanisme du faire avec et du déjà là, c'est quelque chose de complètement différent de l'urbanisme de zone tel qu'on le conçoit dans les grands développements. C'est un urbanisme compliqué, c'est un urbanisme négocié, c'est un urbanisme ponctuel, ça ne peut pas être un urbanisme qui couvre un territoire entier. On n'en est plus à l'époque de la table rase et de la remise à plat des territoires. Et donc c'est un urbanisme qui est complexe et qui se dessine progressivement, lieu par lieu, articulation par articulation. Et donc on en est à ce stade actuellement. Mais je crois en même temps que c'est un urbanisme contemporain, c'est-à-dire que c'est un urbanisme de processus, un urbanisme de déplacement, c'est un urbanisme de jonction entre des habitants, des gens qui travaillent, des industries, des voitures, des camions. C'est un urbanisme un peu conflictuel, mais il se trouve que nous travaillons beaucoup sur des territoires de l'industrie et que j'ai une grande affection pour ce genre de lieu parce que ça donne des éléments assez extraordinaires. Cette image, vous la connaissez tous. Bon, pour moi, c'est l'imaginaire de la cale. Hein. C'est justement l'endroit où, par une activité, se crée la jonction avec le fleuve. Voilà la première amorce d'un plan stratégique, si je peux dire. Et après, secteur par secteur, vous voyez ce territoire extraordinaire de Rochemaurice, totalement sous-employé, dans lequel on ne pourra pas faire de logement, parce que je crois que c'est impossible de continuer à faire du logement et d'habiter à cet endroit, bien que les gens qui habitent là soient extrêmement heureux. C'est une sorte de survivance. Il y a quand même un village tout à fait extraordinaire. Mais dans cet endroit, le projet sera plutôt un projet d'espace public ou d'espace de loisirs ou de relation au fleuve qu'un projet proprement parlé d'habitat, pour prolonger cet esprit du lieu qui est vraiment extrêmement étonnant et particulièrement méconnu aussi. On a ensuite cet autre site qui va faire l'objet d'un site de projet qui est le site de Rochemaurice. Donc c'est un site, lui, tout à fait particulier, qui est le site de développement de cet ancien coteau
à la place de cette cale historique, si je peux dire, de Boishardy, à l'endroit où la rive venait chercher la Loire. Là, c'est un projet d'une nature différente. Il y aura de l'habitat, il y aura différentes formes d'habitat, différentes formes d'habiter, parce qu'à cet endroit, on est dans une jonction entre des éléments collectifs et des éléments individuels. C'est un endroit très sensible qui appelle à un projet un peu particulier. On a ensuite quelque chose de plus compliqué qui est le territoire de l'usine électrique, de la fonderie actuelle, de la cale de la fonderie. C'est un territoire important, c'est un territoire qui est en plein cœur de l'activité industrielle. Donc l'idée serait à cet endroit de trouver des activités complémentaires, mais de trouver aussi un lieu de vie qui manque au territoire industriel de ce secteur. Le problème de ces zones, c'est qu'elles sont limitées. 60 hectares, c'est très faible. Donc, on n'a pas du tout de possibilité d'extension des industries. On ne peut travailler que par densification du tissu industriel lui-même et aussi par modernisation de ce tissu pour aller vers les nouvelles technologies. C'est un site difficile parce que c'est un site inondable. On est dans les zones du PPRI. Donc, c'est un travail négocié qui est assez compliqué à mener, mais en même temps, c'est un site absolument magnifique par son patrimoine, par son histoire, par son rapport à l'eau. J'ai fait cette photo un dimanche du mois d'août. Il y avait un petit bateau de croisière qui était venu se montrer son nez à cet endroit. Je souhaite qu'il y ait de multiples bateaux sur ce bras de Loire, parce que c'est un endroit tout à fait exceptionnel. Alors, un site évidemment qui va être une des grandes articulations, on va reparler après à propos des questions de franchissement, c'est ce site du Bijon-Gare, hein, donc de Chantier d'Esclin et du Bijon. C'est un endroit historique, c'était le premier chantier naval, c'est une grue historique et c'est une articulation particulière. Le premier projet, c'est la réhabilitation et l'insertion d'un grand bureau d'études que vous connaissez tous, qui va venir s'installer dans la salle à tracer. Donc ça, c'est un projet qui va contribuer à ramener à peu près 300 emplois sur le site du Bas-Chantenay et à transformer un peu, ou à, disons, transformer et montrer un peu une façon d'évoluer possible de ce territoire d'activité. Ça, c'est le chantier lui-même. Je montre cette photo parce en discutant avec les gens qui sont dépositaires de ce lieu, je crois qu'il y a une vraie volonté de le développer et je pense qu'il y a une grande nécessité de protéger ce patrimoine et d'empêcher qu'il se démolisse tout seul. Le grand risque avec ces patrimoines, c'est que si on ne les réhabilite pas, ils disparaissent parce qu'après c'est trop difficile à réhabiliter. Mais ce patrimoine mineur, pour moi, est un élément essentiel des projets. Et puis je termine par la carrière Misery, c'est évidemment le point de jonction. C'est un lieu magnifique. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, beaucoup de convoitises, beaucoup d'envie autour de cet endroit, ce qui est normal. C'est un lieu un peu paradoxal à l'entrée ouest de Nantes. Et là, il y a un projet extrêmement important à gérer dans tout l'environnement de Cap 44 et dans le développement de la carrière elle-même, dans la façon de la montrer, de la pratiquer, de créer des relations. Donc c'est le 5e site sur lequel on va s'attaquer pour essayer de le développer. Donc voilà, là on rentre dans quelque chose de plus familier, qui est le musée Jules Verne, qui est ce bel escalier, qui sont le CHBM magnifique, la navette fluviale, etc. Et puis le vis-à-vis de Pierre-Mille de l'autre côté, le vis-à-vis d'une rive beaucoup plus domestique, beaucoup plus douce, beaucoup plus peut-être facile à utiliser, beaucoup moins support d'imaginaire aussi, parce que je veux dire le Bas-Chantenay est un endroit qui suscite beaucoup d'envie de la part de beaucoup de gens.
Alors, je voudrais vous montrer, mais juste en 2 diapos, 3 diapos, un projet d'un territoire de ce type à Romainville, le bas Romainville, parce qu'il y a aussi le haut Romainville et le bas Romainville, donc on est en train d'imaginer un téléphérique qui, je pense, va se réaliser le long du canal de l'Ourcq pour relier le village du haut et l'industrie du bas. Et on travaille sur tout ce territoire autour de l'industrie pharmaceutique, de Sanofi, des anciennes écuries, etc. Et on travaille à partir d'un patrimoine mineur pour créer des actions dans lesquelles ce patrimoine mineur est toujours intégré au projet. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut le maintenir, ce patrimoine, il faut veiller sur lui, il faut le réintégrer. Mais je pense que c'est des projets, quand ils seront terminés, qui sont des projets qui faciliteront la compréhension d'un récit urbain. Donc, c'est des projets dans lesquels on est en train de travailler cette continuité du récit. Et cette maison, en Meulière, une de ces maisons qui est sur ce territoire industriel, avait été achetée par l'établissement public de la région parisienne. Le permis de démolir avait été accordé et les démolisseurs devaient arriver un lundi. Et on a parlé avec Madame la maire le vendredi soir. Elle a demandé un sursis à la démolition. Et un an après, c'était devenu la maison des projets de tout ce quartier, de tout ce secteur. Et c'était le prototype d'une réhabilitation de tous ces pavillons de Meulière qui étaient prêts à disparaître parce que pourquoi resterait-il? C'est toujours la question. Si on se demande pourquoi resterait-il, c'est sûr qu'ils vont disparaître. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on espère continuer avec vous tous dans un cadre institutionnel qui sera défini, j'imagine, à l'issue de ce débat et quand le projet viendra sur la place publique. Merci. Vous nous avez un peu parlé de cales, d'aménager des vues sûres, d'accès à la Loire. Mais est-ce qu'il est possible de redémarrer cette série de questions en vous redemandant de préciser comment vous vous êtes saisi de la Loire dans ce projet et comment ce projet n'est pas n'importe quel projet de bord de fleuve? Vous savez, quand un site comme ça apporte un tel imaginaire qu'on peut s'en saisir par tous les bouts, si je peux dire, c'est ce qui nous a intéressés. C'est pas l'unité du lieu, c'est au contraire les contradictions qui l'habitent. Donc la première de ces contradictions, c'est voir et être vu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme beau, qu'est-ce qu'on considère comme moche, qu'est-ce qu'on considère comme obsolète. C'est-à-dire, je pense que ce site résiste à tout jugement simple et facile, parce que l'industrie, elle a sa propre esthétique, sa propre logique, etc. Et donc, on a commencé par essayer d'établir une relation possible entre le haut et le bas, au travers de voir et d'être vu. Ensuite, on a considéré assez vite la ville active, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de malaise autour de ce site, avec des industriels qui disaient « oui, c'est comme partout, on va nous chasser ». On va disparaître, on va nous envoyer ailleurs, on ne veut plus de nous. Ça nous a amené à faire le tri quand même entre les différents argumentaires. C'est-à-dire qu'il y a des industries qui sont vitales, qui ont envie de se développer, qui sont bien à cet endroit. Il y a peut-être des entreprises qui peuvent être ailleurs sans aucun dommage pour personne, ni pour elles-mêmes, ni pour la collectivité. Et donc je crois que là, il y a un problème dans ces domaines industriels qu'il va falloir traiter au cas par cas, indépendamment des questions foncières, simplement pour créer un tissu, une ville active ou une Loire active de notre siècle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la Loire du XVIIIe siècle, ni même du XIXe. Donc maintenant, le patrimoine du XIXe, il est élevé au rang de patrimoine nantais, mais par contre, les activités elles-mêmes, ça va être un mode de modernisation et de mutation. Et puis après, on a pris un autre angle de vue qu'on a appelé la Loire partagée.
qui est partie d'une idée, je ne sais pas si elle est vraie, mais vous me le direz, c'est que les habitants du Haut doivent toujours avoir le sentiment qu'on leur a volé le fleuve, quoi. Que le Chantenay arrivait directement à l'eau, et puis qu'on est venu occuper tout ça, et puis que le fleuve, c'est plus à eux. Et donc on s'est dit comment on va faire en sorte qu'on redonne le fleuve, et à quel endroit on va le redonner, et comment on va faire quelque chose qui soit une cohabitation harmonieuse entre un système industriel, un système d'activité, et la vie quotidienne et la vie sociale. C'est plutôt l'idée des cales, hein, c'est-à-dire la cale, c'est ce qui connecte le territoire au fleuve, et on va essayer de rythmer les projets autour de cette question. Voilà, on a pris le sujet par le plus simple et le plus évident pour nous. Et en prolongement, est-ce que vous imaginez également des programmes très précis en rapport avec le fleuve, un musée du fleuve, ou alors est-ce que vous imaginez que des usages du fleuve lui-même et de sa navigabilité puissent aussi s'intensifier ? Nous ne sommes pas les arbitres d'un certain nombre de choix qui seront des choix politiques. Notre rôle à nous, c'est d'éclairer le politique sur les choix possibles. Avec une constante, c'est que ce territoire est tout petit. C'est-à-dire qu'il n'est pas extensible. Donc, s'il y a des activités qui demandent des terrains très importants associés à l'eau, on ne pourra pas les mettre là. Si une activité nautique ou quelque chose dit il me faut 10 hectares ou 5 hectares, on ne saura pas le faire. Vous voyez ? Peut-être sur Roche-Maurice, d'ailleurs, on a 6 ou 7 hectares là, qui sont bienvenus pour y faire des choses de toutes sortes. Donc, je crois qu'on n'a pas travaillé sous cette forme pour le moment. On travaille sur l'emboîtement des fonctions et l'emboîtement des échelles. Est-ce que les fonctions sont compatibles ? Est-ce que la cohabitation sera plus forte que les conflits entre les usages ? Et est-ce que les échelles du petit vont trouver leur place naturelle dans le grand ? Ça, c'est ma principale préoccupation. Revenons un tout petit peu sur l'aspect économique. On a eu un débat, du moins un thème sur la Loire économique et la Loire écologique. Le projet du Bas-Chantenay a été beaucoup cité lors des auditions par la CCI, par le port. On a eu beaucoup de contributions sur le Bas-Chantenay également sur ce volet-là. Aujourd'hui, on a 3000 emplois sur le Bas-Chantenay. Demain, on aura, d'après vous, encore 3000 emplois. Plus, peut-on intensifier, développer de nouveaux emplois sur le Bas-Chantenay, donc la Loire économique et le Bas-Chantenay économique, et de quelle manière, d'après vous ? Alors, vous savez qu'on est dans une époque qui change énormément. Et notre agence a travaillé depuis pas mal d'années sur la question des friches industrielles, des territoires de l'industrie. Et la France, à un moment, a désindustrialisé massivement, ce que n'ont pas fait d'autres pays, comme la Suisse, par exemple. On a désindustrialisé de façon un peu rapide et un peu dans la panique, si je peux dire. Après, ça a commencé avec la sidérurgie lorraine, après avec le textile du Nord. Et donc, nous, on s'est trouvé impliqués dans des questions de reconquête de friches. On est maintenant dans un autre cycle où l'activité dans la ville prend des formes différentes. Donc, vous allez avoir tout un tas de choses qui vont se passer autour des imprimantes 3D, autour de ce genre de choses. Donc, vous avez des entreprises qui associent la recherche, la science et une forme de production qui vont être beaucoup moins consommatrices d'espace et qui vont avoir beaucoup plus de plus-value à ajouter. Donc je pense qu'il faut travailler autour d'une réindustrialisation à plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait à Belfort sur Alstom. Je veux dire, c'est un site qui était un site où il y avait 7000 emplois, il y en a maintenant 10 000. Ce n'est pas les mêmes emplois et c'est devenu de la technologie. Donc je pense qu'il faut, à proximité de la ville, que la valeur ajoutée soit prouvée.
Autre question, dans le cadre de ce grand débat, et on a vu, et avant et même pendant le grand débat, que le Bas-Chantenay était un projet qui suscite beaucoup de projets, d'idées, d'envies, d'habitants, d'associations. C'est même un peu un projet de beaucoup de fantasmes. Comment vous gérez tous ces projets qui arrivent, qui naissent? Est-ce que ça nourrit votre réflexion et comment vous les intégrez dans votre travail avec les équipes? Alors, vous savez, j'ai remarqué dans toutes les études qu'on fait sur ces sites que les territoires de l'industrie sont des territoires universels. C'est un imaginaire universel. L'imaginaire de la halle, l'imaginaire de l'architecture répétitive, si vous voulez. Bon, vous avez des tas d'exemples. L'île de Nantes est un joyau de ce type d'architecture. J'ai remarqué aussi que ce genre de site, quand vous avez l'industrie, quand vous avez la nature, quand vous avez l'eau, quand vous avez le soleil, parce que vous êtes en plein sud, etc., ça fonctionne comme un test projectif. Vous voyez, les textes de Rorschach. C'est-à-dire que tout le monde regarde ce territoire et voit dans cette tache d'encre quelque chose de différent. Et donc, cette question de l'imaginaire, elle est extrêmement intéressante à partir du moment où le projet développe son propre imaginaire ensuite. C'est-à-dire qu'il faut que l'imaginaire qui est véhiculé par toutes ces attentions de gens qui portent intérêt à ce site soit relayé par des projets, peut-être pas les mêmes projets ou les projets auxquels ils ont pensé, mais que les projets soient porteurs d'un imaginaire très fort. Et donc, je crois que dans cet imaginaire, il y a une règle, c'est que ce n'est pas les objets en eux-mêmes qui sont les plus importants, c'est l'assemblage entre les objets. Et donc, une maison, une grue, un couvent, un parc, des moutons, cet imaginaire extrêmement contemporain, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de choses assez simples, mais qu'on ne voit jamais ensemble au même endroit. Et donc, je pense que ce site du Bas-Chantenay a un formidable avenir devant lui, en tant que lieu urbain ou même lieu métropolitain, simplement parce qu'il est unique. Il n'y a pas d'autre situation dans la ville, puis j'allais dire dans d'autres villes. Moi, je travaille sur Bordeaux, je travaille sur pas mal de villes où il y a des grands fleuves. J'ai des tas de situations intéressantes, mais pas celle-là. Pas cette cohabitation entre cet assemblage hétérogène. Et dans une époque, si je peux dire, d'application, dans une époque d'Internet, dans une époque où le monde virtuel se renforce, je pense que cet imaginaire doit être absolument intégré dans le projet et que ça sera à nous et aux gens qui développeront les projets à le montrer et à le prouver aux habitants eux-mêmes. J'en fais une sorte d'engagement de départ pour le moment. Cet engagement, il va être relayé par le politique, il va être relayé sur place par la concertation institutionnelle, et on va avancer en confiance dans ce domaine. Alors justement, donc il y a quelque chose d'un imaginaire collectif à l'échelle peut-être de toute la métropole, mais il y a aussi quelque chose qui se joue dans le rapport d'attachement assez fort, je crois, des habitants de ce territoire à leur quartier. Comment imaginez-vous travailler avec ces habitants? Ou pas? Non, mais bien sûr qu'on travaillera avec ces habitants et qu'on travaillera dans cet esprit. Mais en faisant un travail, j'allais dire, complexe ou contradictoire. C'est-à-dire, encore une fois, ce sont les contradictions de ce territoire qu'il faut résoudre, sauf à exclure l'industrie et à dire on fait un chantier d'une autre nature. Mais là, ça reviendrait à banaliser quelque chose qui n'est dans l'intérêt de personne. C'est pas, disons, l'intérêt de la ville, ni dans l'intérêt des habitants eux-mêmes. Donc je crois qu'il va falloir partir d'une idée assez simple. On a fait ça sur un quartier industriel à Roubaix, qui s'appelle le quartier de l'Union. On a eu d'ailleurs un prix national des écocités, des écoquartiers pour ce projet, et à cause de ce particularisme, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait tellement de conflits potentiels entre les différents utilisateurs du lieu, qu'on en a fait une sorte de jeu des 7 familles. On a identifié les familles urbaines
qui devaient se partager un même lieu, à un même moment, mais en y vivant des temps différents. Et je crois que c'est les temporalités qui vont être l'élément essentiel et les rythmes de ce quartier, parce que la temporalité d'une usine ou de gens qui travaillent n'est pas la même de la temporalité des gens qui sont résidents, n'est pas la même temporalité des gens qui viendront par le navibus, un téléphérique ou quelque chose comme ça, déjeuner à midi parce que ça va être passionnant de venir là, ou la vie associative elle-même. Donc je crois que toute la question, ça va être de donner des rythmes et que ces rythmes soient des rythmes fédérateurs de gens qui aient envie de vivre ensemble, même s'ils vivent des vies complètement différentes. Autre question qui est importante, on a évoqué avec le thème numéro 3 tout ce qui est mobilité. Le projet du Bas-Chantenay pourrait éventuellement être impacté par des nouvelles solutions de franchissement. Votre regard, vos réflexions sur ces nouvelles solutions de franchissement et comment vous les travaillez dans le cadre de votre projet? On pense notamment à une sortie de tunnel, par exemple. Alors, ou d'autres projets, bien entendu, ça peut être des ponts, des téléphériques. Toutes les solutions sont à l'étude. Cette petite image qui ne vient pas de nous, qui est un peu ésotérique, qui montre un peu la compilation des projets de déplacement potentiels. Vous avez le pont de Cheviré qui est ici. Vous avez ici des solutions de tunnels ou de téléphériques. Vous avez la question des ponts sur l'île, l'élargissement du pont de Bretagne, etc. Donc vous avez ici quelque chose qui se joue, qui est une articulation de transport nord-sud et est-ouest. Notre rôle à nous, ça va être, avec le bureau d'études qui travaille avec nous, qui est un bureau d'études suisse, qui travaille sur le séquençage du temps et sur la répartition des modes, des différents modes. Oui, séquençage du temps, effectivement, parce que pour nous, c'est les différents rythmes. On est dans une période où on est sorti de l'obsession de la vitesse pour rentrer dans la maîtrise du temps. Donc en fait, la question, et les villes à tramway sont faites comme ça, hein, la question n'est pas d'aller le plus vite possible, c'est d'être sûr du temps qu'on met pour aller d'un endroit à un autre et d'éviter la congestion. Alors actuellement, le téléphérique, des téléphériques est-ouest à partir de Roche-Maurice serait possible. Des téléphériques de franchissement, il y a eu des tas de propositions de fait, mais un téléphérique, ça a un énorme avantage. On travaille sur 2 téléphériques actuellement. C'est que c'est quelque chose de très facile à intégrer quand on a un survol qui n'est pas un survol urbain proprement dit. Donc on fait ça à Tanger et à Romainville. Quand on survole des industries ou qu'on survole de l'eau, ça marche très bien. Donc c'est tout à fait possible d'imaginer ce genre de système. Après, c'est un système limité. Hein. C'est 2000 personnes heure dans chaque sens, mais ça n'accepte pas les pointes. C'est la pointe 2000 personnes heure. Donc ça ne rend pas tous les services. Et en plus, il faut que ce soit quand même connecté aux 2 bouts à des attracteurs naturels. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pas rentable. Ça fonctionne un peu comme un tramway. Disons qu'il faut que ça aille d'un endroit à un autre en flux un peu tendu. Et puis, il y a une autre, mais alors pour l'insérer, il n'y a aucun problème. Ça rentre parfaitement dans l'univers portuaire. Ceux qui connaissent le téléphérique, qui traversent le port de Barcelone, le savent. C'est beau, c'est agréable, c'est quelque chose, c'est sensible. Bon. Ensuite, il y a la question du tunnel. Alors, le tunnel, c'est un tout autre problème, parce que vous avez ici le cercle d'évitement de la pointe de l'île de Nantes. Vous avez ici un problème de tirant d'air, qui est le pont de Cheviré, et le tirant d'eau, qui est simplement le tirant d'eau nécessaire à marée basse pour les grands bateaux qui viennent à cet endroit pour tourner. Donc, il y a eu pas mal d'études de fait. On a demandé comment ces études étaient faites. On nous a donné les tracés techniques et géotechniques, hein, parce que ce n'est pas seulement un problème de transport. Et nous, notre rôle, c'est de faire qu'un tunnel soit un outil urbain. Ce n'est pas seulement une traversée ou un outil de transport, ça peut être aussi quelque chose qui participe à l'urbain. Et donc,
On est en train de faire sur l'extrémité les 3 ou 4 solutions de sortie de tunnel pour que le tunnel ne soit jamais une gêne, pour qu'il n'y ait pas de trémie, pour que ce soit un système qui diffuse la circulation au lieu de la concentrer. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, on a 4 directions. On a une direction vers le centre, on a 2 directions vers l'ouest, on a les boulevards eux-mêmes, mais avec l'idée qu'il ne faut pas charger ces boulevards. On ne cherche pas à faire un périphérique. Donc on a eu un débat entre ingénieurs de transport sur la technique, et maintenant, on va faire des propositions d'insertion qui elles-mêmes vont avoir des conséquences à un moment sur le projet urbain. Et ce que j'ai dit dans une discussion qu'on a eue politique, c'est que si le tunnel se fait, c'est bien. S'il ne se fait pas, c'est bien. Voilà. C'est-à-dire que pour le Bas-Chantenay, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme neutre, mais simplement, s'il se fait, il faut l'accueillir dignement et faire en sorte de ne pas avoir une trémie de 300 mètres qui soit intraversable et qui soit une saignée dans le territoire. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel on travaille. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que c'est un choix multiple. Il y a beaucoup d'incidences économiques, temporelles, chantiers, etc. C'est une grande infrastructure. Mais si elle s'avère nécessaire, on l'accueillera volontiers. On a encore avec Élise 2 ou 3 petites questions. Vous avez parlé d'une notion qui est intéressante peut-être de revenir, c'est la ville des petits investissements. Qu'est-ce que vous entendez par la ville des petits investissements ? J'ai travaillé en Allemagne, dans la Ruhr, il y a un certain nombre d'années, dans ce qui s'appelait l'IBA de la Ruhr. Et il y a un concours qui avait été lancé, auquel j'ai participé, qui s'appelait Ville des petits investissements et typologies alternatives. C'est comment on fabrique un tissu urbain dans lequel on peut accueillir le petit investissement. C'est toujours l'idée du petit et du grand. Et je pense qu'en France, on a un peu tendance à aller toujours vers le grand ou même vers le moyen, parce que dès qu'on monte en hauteur, c'est une grande discussion. Mais disons qu'on va plutôt vers un urbanisme assez dense et assez moyen, assez haussmannien dans son idée, et que je crois qu'il faut maintenant, dans l'urbanisme, et cet endroit s'y prête, travailler à toutes les échelles, le grand, le moyen et le petit. Et il faut travailler sur quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, donc où les fonctions peuvent changer. Alors, ça rejoint évidemment beaucoup de questions actuelles sur les rez-de-chaussée de la ville, sur les Fab Labs, voilà, ou sur le coworking, ou tous ces éléments. Il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui se mettent à en faire des produits qui sont des produits assez intéressants, associés au logement ou associés à d'autres éléments. Et il y a des tas d'endroits dans lesquels on qualifie ça d'une économie de garage, mais le garage vu au sens de la métaphore d'un espace neuf, d'un espace neutre, c'est-à-dire que le garage, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, y compris sa voiture, mais disons que c'est quelque chose qui est assez intéressant et on voudrait en faire une méthode de travail, et j'ai aussi bon espoir de territorialiser cette question du petit investissement et de le concentrer autour des cales elles-mêmes pour avoir toujours le projet urbain, le projet de développement et puis le projet à une échelle plus petite. Je crois que c'est important parce qu'on court un risque, sinon, c'est de perdre le goût du développement parce qu'on n'y croit plus trop, c'est du bétonnage, etc. Vous voyez, tout ce qu'on peut subir quand on arrive des fois dans des situations où rien que le fait de construire devient une faute, ce qui pour nous devient douloureux, évidemment. Et donc, je crois qu'il est temps qu'on ait un urbanisme beaucoup plus souple dans ces différentes échelles. Et alors, donc on parle beaucoup, on parle pas mal ce soir d'activités, mais est-ce que votre projet permettra également d'offrir de nouvelles manières d'habiter en bord de fleuve ? Alors, encore une fois, on aura des surfaces à construire, disons significatives, mais petites par rapport à d'autres grands projets urbains. On est sur un territoire contraint, donc on ne fera jamais des choses quantitatives à cet endroit. Simplement parce que le foncier est occupé, il est fractionné, etc. Donc, mon espoir, c'est qu'on ne fasse à cet endroit que des choses spécifiques dans la façon de travailler, dans la façon d'habiter. C'est-à-dire qu'on ait un lieu où les différentes façons d'habiter
depuis le loft jusqu'à je ne sais quoi, hein, jusqu'à la cohabitation, soit un territoire d'expérimentation. Et je pense que c'est ça sa chance, ça serait d'être un territoire hors du commun. Il l'est déjà maintenant, mais il faut en aucune manière le banaliser, parce que faire du logement classique, quantitatif, pourquoi là on a des tas d'endroits où le faire ailleurs, et de toute façon on ne saura pas en faire assez, donc autant rester sur un champ de l'expérimentation. Vous parlez d'un site hors du commun. Une question quand même, il y a des voisins autour, il y a le projet de Bellevue, il y a le centre-ville. Entre les deux, il y a une réflexion sur le quai de la Fosse. En face, il y a l'île de Nantes et il y a Rezé. Votre regard sur ces projets autour, avec la Loire au milieu, et comment vous voyez la cohabitation et la continuité sur ces projets? Chaque projet est différent. Après, je crois que dans les villes actuellement, on en parlait tout à l'heure, on est dans une logique de la constellation, c'est-à-dire que on a des liens et des lieux qui sont connectés les uns aux autres, et que la question, c'est la complémentarité entre ces projets. Si vous voulez, dans l'histoire des villes et surtout des métropoles, on s'aperçoit qu'on a eu un fractionnement de la gouvernance qui a amené à un fractionnement des projets, ce qui fait que chaque bourg, même chaque village, a essayé de construire son double productif, sa petite zone industrielle, puis son lotissement, etc. Tout ça dans un émiettement qui n'a plus rien d'une valeur métropolitaine. Donc je crois qu'il faut trouver la résonance entre un territoire et un autre, entre un projet et un autre, qui soit réellement complémentaire, et qu'on arrive à la fin à quelque chose qui soit une mosaïque de lieux, chacun ayant sa personnalité, son identité et sa façon de vivre. Alors là, il est tellement particulier ce lieu que de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de lui conserver sa particularité. Mais je crois que c'est cette constellation urbaine, il faut l'inventer. Et j'espère qu'il y aura. Enfin, moi, j'ai le contact direct avec mes voisins et amis, si je peux dire. Donc, on en parle entre nous de ces projets. Mais il faudra peut-être à un moment organiser là, on vient toutes les semaines, chacun à notre compte. Vous avez Marcel Smet la semaine prochaine, qui est un vieil ami avec qui on parle beaucoup de ces questions. À un moment, il faudra qu'on parle justement de cette cohérence de constellation.